Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ubik by Toumde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité de marque que je laisserai le soin de se présenter pour que vous appreniez à mieux le connaître. Monsieur Bamouni, bienvenue à Toumde. Donc, on vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. D'accord. Euh, Bonjour et merci déjà pour cette invitation. Alors, je suis Itia Abdul Rachid Bamouni. Au quotidien, je suis manager des partenariats B2B chez Orange Burkina. Voilà. Donc, parallèlement à ça, je suis le fondateur de TUCAF. TUCAF qui est une structure de e-commerce. Euh, la meilleure en tout cas Sur le sur le marché. marché, en tout cas sans prétention aucune. En tout cas en termes de plateforme, il faut dire que TUCAF a quand même fait un gros boulot pour en tout cas mettre à la disposition de ses partenaires, de ses clients, une belle plateforme qui est très intuitive. Après oui, il y a un travail derrière qui va aussi nous amener en tout cas à faire connaître davantage aussi TUCAF. En plus de TUCAF, je suis également le cofondateur de Cobam Synergy Group, qui est une structure qui évolue dans tout ce qui est construction BTP et aussi qui offre des solutions qui permettent de sécuriser vos bâtiments et tout autre local. Donc voici en tout cas mes casquettes professionnelles. J'allais oublier également project manager. Je suis en charge de tout ce qui est innovation chez Orange Burkina aussi. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Nous voyons que vous avez un parcours assez atypique, de manager à Orange à fondateur d'un site de vente de e-commerce et du BTP par la suite. C'était quoi les éléments déclencheurs de ces entreprises-là? Alors, les éléments déclencheurs, c'est une belle question. Il faut dire que depuis tout petit, quand même, je me suis moi-même découvert je ne sais pas si c'est une passion, en tout cas cette orientation vers l'entrepreneuriat. Après, je suis quelqu'un quand même qui a toujours voulu, entre griffes, vivre une certaine vie. Euh, pas tant pour moi-même directement, mais surtout pour mes proches. Donc, moi, depuis tout petit, d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première structure que j'ai fondée, je l'ai fondée à mon CE2. C'est une anecdote que je lui ai racontée quelquefois. Euh, voilà. Parce qu'en ce moment, j'étais celui-là de la famille qui était en charge de quoi? Aller chaque matin, comme dans toutes les familles, hein, il y a quelqu'un qui va, qui achète le petit déjeuner. Et en tout cas, dans cette routine-là, il y avait des choses que je l'achetais tout le temps, tout le temps. En l'occurrence, le Nescafé, le thé jaune, voilà, Lipton, là. Lipton, c'est ça, les œufs, le pain. Donc dans tout ça, il y a des choses quand même qui ne se gâtent pas et puis que je pouvais prendre et garder à la maison. Donc juste le pain, et chaque matin quand on me donnait l'argent, j'avais économisé mon argent de poche. Donc quand on me donne l'argent, je prends juste le pain. Et j'avais acheté un carton de thé, de Nescafé et une plaquette de que j'avais soigneusement rangé derrière mes habits. Et donc, je venais puiser un peu dans mon stock pour ravitailler un peu, en tout cas, la famille. Bien sûr, je retire aussi la somme qui va avec. Donc, qu'est-ce qui a motivé ça? À cet âge-là, je ne réfléchissais pas forcément à ce qui pourrait me motiver, surtout parce que j'ai décelé l'opportunité que j'ai saisie. Aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience et plus de recul, plus de maturité entrepreneuriale également, je dirais quand même que je vois que nous, Africains, on a beaucoup de potentiel. Autant nous-mêmes que le continent africain. Donc il y a beaucoup d'opportunités à saisir et moi c'est ce qui me donne envie quand même d'entreprendre, pardon, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, donc il y a beaucoup de solutions à trouver. Et moi je suis quelqu'un qui aime résoudre les problèmes. Ok, merci. Mais c'est pas difficile d'entreprendre dans des domaines qui sont pas forcément liés à ta formation. En l'occurrence, Euh, le BTP, je sais pas, tu n'as jamais fait un cours de BTP, jamais d'expérience en BTP, et tu es une entreprise qui s'occupe du BTP. c'est vrai que c'est pas tout de suite aisé. Alors, de se lancer dans un domaine en tout cas pour lequel on n'a pas été formé, ça de prime abord. Mais en même temps,
pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, hein. C'est aussi de voir l'opportunité et de se lancer au fur et à mesure, on continue de l'ajuster un peu petit. Mais j'ai la chance, il faut dire, de ne pas être seul à Cobham Synergy Group. Comme je le disais, je suis cofondateur. Ok. Donc j'ai mon associé, Monsieur Comparé Modeste, qui s'y connaît beaucoup plus sur le plan technique. Et moi, je gère tout ce qui est volet administratif. Administratif. Voilà. C'est dans ce sens d'ailleurs que j'étais à Istanbul en février dernier pour Mhm. rencontrer des partenaires. Et aujourd'hui, oui, nous sommes, en tout cas, nous avons une panoplie de partenaires, des multinationales, que ce soit pour tout type de projet, pour tout type de construction, que ce soit des aéroports, de petites routes, de petits aménagements. Donc, pour cet aspect-là de la structure, je n'ai pas forcément besoin de la D'avoir des formation, voilà, connaissances. d'une Ok. formation forcément en BTP. Et c'est là où c'est important aussi de ne pas forcément vouloir aller seul. C'est vrai que nous, en bon africain, souvent, on le dit, je suis seul, je suis dans. On veut manger On veut seul. manger seul, il n'y a pas de. Le premier objectif, c'est vraiment de résoudre un problème. Voilà, de résoudre un problème. Et derrière, quand c'est bien fait, la ressource financière va découle. D'accord. Et quelles sont les expériences dans lesquelles tu as le plus appris plutôt dans l'entrepreneuriat? Que ce soit bonne expérience ou mauvaise expérience? Surtout mauvaise, parce que je pense que c'est dans les mauvaises expériences qu'on apprend le plus. Alors, là, c'est une très belle question. Euh, je vais peut-être faire un petit résumé parce que si je décide de m'étaler sur On va pas finir la multitude de aujourd'hui. mauvaises expériences qu'on a en entrepreneuriat, oui, on ne peut peut-être pas finir. Mais grosso modo, ce que moi je retiens, hein, ce que je retiens, après pour moi, c'est des leçons apprises. Voilà. Euh, Déjà, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir prioriser. Parce que moi, je l'ai appris à mes dépens. Un champ d'études, par exemple. J'ai dépensé, mais vraiment, je dis, quand je me suis fait le point, j'ai dépensé beaucoup de millions de choses qui étaient futiles, des choses qui étaient inutiles. Donc ça, c'est vraiment une grosse expérience que j'ai acquise, qui a été d'ailleurs bénéfique par la suite pour les autres entreprises qui ont été lancées. Une autre expérience, il faut se faire confiance à soi-même d'abord avant de faire confiance aux partenaires ou même aux gens qu'on recrute. Parce qu'ils n'ont pas forcément la même motivation que nous. Ils ne portent pas forcément le projet de la même manière que nous le portons, nous qui sommes les initiateurs des projets là. Donc c'est vraiment ces grosses expériences-là, parce que quand on va les éclater, à la bilan, il y a vraiment tout ce qu'il y a comme petit vice un peu ci et là qu'on peut être amené à vivre. Ok. Et pour toi, quel est le moment idéal pour se lancer en entrepreneuriat? Par exemple, là, toi, tu travailles et tu as toutes ces entreprises-là à côté. Je pense que c'est mieux de commencer à travailler avant de se lancer dans les entreprises, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, entreprendre d'abord. Ou pour toi, quel est le moment idéal? Quand on a décelé une opportunité, ou même je vais encore plus loin, quand on voit un souci pour lequel il y a un besoin euh, d'amélioration. Ok. Alors, un besoin d'amélioration, d'innovation complètement. Voilà, une innovation nouvelle. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est l'élément déclencheur. Parce qu'il ne faut pas aller dans le sens inverse. On entreprend quand on voit qu'il y a un problème pour lequel on veut apporter une solution. Et non pas dire, ok, j'ai vu Monsieur Vedrao qui fait de l'élevage. Je me lance aussi dans l'élevage et puis bon, après je cherche les clients ou je cherche les gens qui vont. Non, ça c'est vraiment. On parle de la chose du mauvais côté dans ce sens. Donc pour moi, déjà, c'est ça l'élément déclencheur quand on doit entreprendre. C'est d'être sûr qu'on vient répondre à un besoin. Un besoin d'amélioration, comme je dis, ou un besoin d'innovation. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment, y a-t-il un moment parfait pour se lancer en entrepreneuriat? Ça dépend des personnes et des business. D'accord? Pour quelqu'un qui n'a pas de boulot au quotidien, c'est différent de quelqu'un, par exemple, qui a un boulot et le projet qu'on est en train de lancer. Alors, ce projet va nous prendre combien de notre temps? Voilà. Moi, aujourd'hui, comme je disais tantôt, étant à Orange, avec toute la bonne volonté que je peux avoir, je ne peux pas dédier toutes mes journées à mes entreprises. Donc, soit on a la capacité de recruter pour compenser un peu ce manque de temps,
soit on se lance dans le business où on sait que le peu de temps qui va nous rester à la fin de la journée peut permettre de suivre l'entreprise de près. Mais peut-être on a une idée, on a le problème pour lequel on a la solution. On se lance. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure où tu as dit que c'est pas parce que Monsieur Delago entreprend que moi aussi je vais entreprendre. On voit que beaucoup de gens, c'est ça. C'est devenu un effet de mode en fait, l'entrepreneuriat. Tout le monde veut entreprendre parce que tout le monde pense qu'en entreprenant, très très vite, je vais avoir beaucoup d'argent, très très vite, je vais avoir une renommée et tout. Ouais. Pourtant, non, c'est pas ça. Ouais. C'est très vrai, c'est très vrai. Et les gens entreprennent pour les mauvaises raisons. Et je vous avoue que c'est une erreur que j'ai eu également fait. Les gens entreprennent pour les mauvaises raisons et je vais peut-être citer le coach Simon Ouedraogo voilà, qui n'y va pas d'une même molle quand même quand il est question de ramener les gens un peu sur la bonne ligne, en tout cas directrice. Il dit quoi? Il dit que c'est quand les gens essaient de trouver un emploi, ils n'y arrivent pas, ils se disent ok, bon, je vais entreprendre. Ou parce qu'il a vu souvent son frère qui a entrepris, il n'a aucune expérience de la formation que M. Ouedraogo s'est donné d'avoir en entrepreneur. Des expériences qu'il a eues, donc ce qui lui a permis d'avoir une connaissance dans le domaine en question. Juste parce qu'il voit l'objectif final ou le résultat final, M. Drago est millionnaire ou milliardaire, je veux être millionnaire ou milliardaire, je me lance dans le même domaine. Ces personnes-là, comme elles se brûlent les ailes. Ces personnes se brûlent très très souvent les ailes, sauf celles qui sont assez résilientes, commencer à se brûler les ailes et tenir assez longtemps pour commencer à avoir de l'expérience et se former au fur et à mesure. Non, c'est pas quand on essaie d'avoir un boulot dans l'entreprise de quelqu'un et on y arrive pas qu'on va créer une entreprise. Parce que créer une entreprise, c'est beaucoup plus difficile que de gérer une position dans une entreprise. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est une entreprise que l'on crée. Voilà. Et surtout quand on est à ce début où l'initiateur du projet est à la fois le responsable marketing, le responsable vente, Le comptable, même souvent le vigile, c'est beaucoup plus prenant, beaucoup plus demandant et plus exigeant. Donc, c'est vraiment pas de cette manière-là qu'il faut prendre la chose, à mon avis. D'accord. Voilà. Merci. Comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps en vie professionnelle, vie sociale, vie familiale, avec toutes ces charges qui sont sur toi? Alors, il faut dire que moi j'ai quand même un équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui est très particulier. Pour le moment, ça semble me convenir, mais c'est pas l'idéal forcément pour tout le monde. Parce que moi, je disais que j'ai plutôt 80% de vie professionnelle et 20% de vie personnelle. Ok. Donc, vous dites que vraiment 80 à 85% de mon temps, je suis en train de travailler. Moi, j'aurais pu me transformer en robot. Certains jours, volontiers, je l'aurais fait. Voilà. Parce que vraiment, je suis tout le temps en train de travailler. Le peu de temps que je suis pas en train de travailler, soit je dors, je mange. Mais vraiment pas. Ou j'ai pas de vie à part le boulot. Je ne conseille pas forcément à tout le monde de le faire, mais moi, c'est mon équilibre et c'est ce qui fonctionne pour moi. D'accord. Ok, super. Mais ça serait bien aussi d'avoir quand même une petite vie à côté du boulot, les loisirs, le sport, je sais pas. J'aurais voulu. Mais c'est compliqué. J'aurais voulu, mais je suis engagé dans des initiatives, dans des projets aujourd'hui pour lesquels il faut y consacrer du temps. Et je ne. En tout cas, je peux vous permettre d'aller sur le ratio sur lequel je suis actuellement. 80-85% du temps, je travaille. J'espère que sur le long terme, je pourrai un peu rééquilibrer ça. Mais pour le moment, c'est un peu ça, en tout cas, mon mode de fonctionnement. Donc les mariages, tu rates. Nourriture de mariage, on rate pas. C'est nourriture. Je dis nourriture de mariage, on rate pas. C'est nourriture cadeau. Le mariage, il y a bien Non, les autres. Vu que tu n'as que 20% de vie professionnelle, ça veut dire que tout ce qui est événement social, c'est un peu compliqué. Très, 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 très rarement j'y vais. Sauf quand c'est vraiment de la famille très proche, des gens pour lesquels je ne peux pas, ne pas y aller. Ne pas y aller ou je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Mais tant que je peux, je suis hyper actif. Il faut dire que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que
Tu as choisi de Ça y est, venir. j'ai choisi. Donc, une fois que je fais ce choix, je dois m'y tenir. Et derrière, il y a quand même il y a des gens aussi que j'ai embarqués dans cette vision-là. Et le minimum que je puisse faire déjà, c'est de leur montrer l'exemple. Voilà. Parce que c'est très facile de dire à son équipe, il faut qu'on bosse dessus, mais il faut qu'ils voient l'exemple en fait du premier responsable. C'est une responsabilité que je prends très au sérieux, en plus justement de l'importance de cette vision-là. En tout cas, des différentes visions, que ce soit Tupac, que ce soit Cobham, et tous les petites entreprises ici et là que je gère. Les futures entreprises aussi. Vous avez un Et, leader né en face de nous. et éventuellement les futures entreprises, et il ne faut pas aussi oublier mes responsabilités chez Orange Burkina, qui ne sont pas non plus Les moindres. les moindres aussi. D'accord. Pour toi, c'est quoi les qualités pour être un bon entrepreneur? Faut être têtu. Faut être têtu, vraiment. Euh, oui, il faut être têtu et discipliné. Ok. Vraiment, je suis reconnu pour être monsieur discipliné. Si j'aurais même voulu rajouter le mot têtu dans le concept de la discipline. Pour moi, c'est ça. Un entrepreneur, c'est, l'autre le dit, Jeff Bezos, quand on a une idée, quand on a une vision, fait très têtu sur l'objectif qu'on veut atteindre. Okay. Pour rien au monde, on change d'objectif. Flexible sur la manière d'y aller. On dit souvent que les chemins avant. Rome ne change pas, Rome ne bouge pas de là où il est. Si je vais passer par la France pour aller à Rome, je passe par la France. Mais l'objectif que je me fixe, si je dis que je vais être, je dis n'importe quoi, le plus grand des éleveurs au Burkina. L'objectif, c'est ça. Comment j'y arrive, c'est ça la question, c'est là où il faut être flexible. On essaie, ça ne marche pas, on essaie. Et ça a toujours été ça. Tous ceux qui ont réalisé de grandes choses dans cette vie, c'est des gens qui ont vraiment été très têtus. Quand on prend Thomas Edison, quand on nous raconte le fait, je ne sais même pas s'il a vraiment fait ses essais là 1000 fois pour créer l'élément. Mais ça démontre à quel point il faut être têtu. Quand on prend quelqu'un comme Steve Jobs qui a monté Apple, il a fallu être têtu. Et même quand on prend à côté de nous Stanislas Zézé avec nous qui ils ont été têtus. Ils ont rencontré des difficultés, mais des difficultés colossales. Mais pour eux, le monde, ils ont supprimé cet objectif. Ils ont trébuché, ils sont relevés et tout. Donc, pour moi, c'est ça les aptitudes qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur. J'ai l'approche qui me tête de têtu. Tu as parlé de discipline. Actuellement, je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup à la nouvelle génération, aux jeunes de maintenant, où ils sont disciplinés pendant un moment et ils ne tiennent pas sur le long terme. C'est quoi tes conseils pour pouvoir tenir sur le long terme en tant que discipline? Par exemple, je me dis aujourd'hui, je commence à lire un livre où j'ai un mois pour lire un livre, où chaque jour je lis 4 pages d'un livre. Aujourd'hui, je commence demain, même chose. Après-demain, à partir du quatrième, cinquième jour, je n'ai plus le temps, ou j'ai quelque chose d'autre à faire. Comment est-ce que je peux être constante dans cette décision que j'ai prise? Ce que je pense faire la différence ici, c'est que les gens agissent quand ils sont motivés. Okay. Ils sortent d'agir quand ils sont plus motivés. Et c'est là où c'est important de comprendre la nuance entre la motivation justement et puis la discipline. La motivation, ça va, ça va. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui a la motivation du lundi au dimanche, du 1er au 31. Donc, c'est de justement savoir pourquoi nous faisons ce que nous voulons faire. Il faut que la raison pour laquelle nous avons pris cet engagement soit très importante et trouver des moyens de nous rappeler cette raison-là. On nous dit, je peux ne pas être motivé, mais la raison pour laquelle j'ai commencé ce que j'ai entrepris là est tellement importante que je ne me donne pas à moi-même cette option de dire j'arrête. Dire ainsi, ça semble facile. Dans la pratique, c'est autre chose. Et ce que je conseille aux gens, c'est d'y aller pas à pas.
aujourd'hui, pour quelqu'un, moi, cette histoire de discipline, en tout cas, la notion, je l'ai découverte depuis des années. Je me suis efforcé à l'appliquer depuis des années. Certaines choses sont beaucoup plus faciles à dire et à faire pour moi. Mais c'est pas évident pour quelqu'un qui a pris l'habitude de procrastiner depuis des années également. Quand il quitte le boulot, il rentre sur Netflix. C'est peut-être des jeux vidéo. En tout cas, ou c'est scroller sur TikTok. Quand on change l'habitude de cette personne dans la routine de cette personne, c'est pas forcément évident et c'est normal. Pour moi, c'est ça. Le conseil que je donne, c'est déjà de ne pas se mettre de pression. Il faut y aller pas à pas. Mais il faut savoir pourquoi on agit. Les raisons pour lesquelles on agit avec des raisons vraiment super importantes. De sorte à ce que même quand on n'est pas motivé, on se donne quand même. On laisse On agit quand discipliner. même. Parce que seule l'action produit des résultats. Le souhait ou l'envie, ne produit pas de résultats. Il faut agir pour avoir un sur le moteur ne tourne pas, et puis ne bouge pas. D'accord, merci. Merci pour les conseils. On va appliquer. Quel conseil donnerais-tu à tes jeunes frères qui veulent entreprendre? Qui veulent entreprendre. Ils veulent se lancer dedans, mais peut-être ils ont peur de se lancer dedans, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour... En parlant de fonds nécessaires pour se lancer dedans, je reviens très rapidement. J'imagine que pour ouvrir toutes ces entreprises-là, il a fallu beaucoup de fonds. Comment est-ce que tu fonctionnes, toi, dans tes entreprises? Tu y vas sur fonds propres ou tu y vas par emprunt? Pour le moment, je vais dire sur fonds propres, mais de manière stratégique. Alors, déjà dans mes activités, tant que je n'ai pas besoin de recruter, je ne recrute pas. Voilà. Ce n'est pas la peine de recruter quelqu'un à plein temps. On paye 100 000, 200 000, même si c'est 10 000 francs. Si on n'a pas besoin de la personne tout le temps. Donc, pour moi, quand on peut juste travailler avec des prestataires ou des contracteurs, on le fait. Le boulot effectué, on paye la personne sur le champ et puis bon. On fait des étapes. Moi, c'est quelque chose déjà qui m'a permis de fonctionner. Voilà, de fonctionner sans forcément avoir une grosse charge salariale, grosse masse salariale. Mais il faut aussi dire, le souci des finances est omniprésent pour quasiment tous les entrepreneurs, surtout ceux, nous, entrepreneurs d'Afrique, Afrique de l'Ouest encore plus. Mais je suis convaincu que quand on a la solution à un problème, on arrive à dégager les finances. La manière de dégager les finances peut suivre toutefois. Ça peut être par emprunt. Ce que je déconseille, ou en tout cas ce que je place comme dernière option, parce qu'après ça apporte un autre stress aussi. Oui, pour le remboursement, tout ça, c'est pas évident. Sinon, il y a beaucoup de méthodologies pour lever des fonds, que ce soit dans l'entourage direct, que ce soit en injectant systématiquement les profits. Pas la peine de stocker de l'argent en banque. C'est quelque chose qui est connu, les entrepreneurs ont du mal à épargner. Oui, moi, une fois que j'ai mis mon fonds de sécurité de côté, je me retrouve souvent avec un compte qui est vide. Quand j'ai eu une opportunité, je n'ai pas de mal à aller vider mon compte et injecter parce que ça permet en tout cas de garder l'entreprise à flot. Et ça m'évite d'aller voir une banque et dire je vais emprunter à un taux qui n'est pas des moindres. Du coup, c'est une autre pression, en fait, en plus de la pression de l'entrepreneur qui n'est pas assez grande. Les finances, pour moi, ça ne va pas être un souci. Ça ne va pas être un problème. Quand bien ça n'a pas son lot de stress, mais si le projet est vraiment bien ficelé, bien pensé, on trouve une alternative, on trouve quelqu'un à qui on vend le projet moyennant une part d'action, par exemple, qui veut bien investir. D'accord. Il y a souvent cette question-là, enfin, cette phrase-là qu'on voit, entreprendre à partir de 0 francs. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est possible d'entreprendre à partir de 0 francs? Je ne suis pas celui qui pense cela. On n'entreprend pas à partir de 0 francs. Mais quand on a l'idée qu'on dit je me lance, je peux avoir 0 francs. Ça ne c'est pas un souci. Mais tôt ou tard, il faut de la ressource. It takes money to make money. Les Anglais disent it takes money to make money. Alors, entreprendre à partir de 0 francs, quand j'essaie un peu de comprendre ceux qui disent éventuellement au lancement du projet, tu as 0 francs, bien sûr, tu trouves des moyens de lever des fonds. Oui, mais est-ce que tu peux lancer un projet avec 0 francs?
Non, Parce qu'il y a plein de paramètres derrière. Tu vas communiquer, je sais pas, tu décides de peut-être vendre de la nourriture. Tu peux pas entreprendre à partir de 0 francs. ça dépend du type de business. Je ne sais pas si c'est au lancement qu'on a tous besoin des fonds ou si c'est à l'initiation du projet, comme je le disais tantôt. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui est infographe, qui a déjà un ordinateur, une connexion Internet à la maison, il n'a pas besoin forcément de ressources financières là tout de suite. Peut-être quand il va grandir, il aura besoin de vraiment ouvrir une entreprise au nom de sa vision, éventuellement. D'autres business, tu as toujours besoin de ressources financières. Oui. Voilà. Mais toujours est-il que même quand on prend le monsieur qui fait de l'infographie, il va avoir ses ordinateurs. Voilà. Donc, on ne se lève pas sans rien quand même pour voir. C'est ce que mon expérience a dit. D'accord. Donc, revenons sur la question des conseils que tu peux donner à des jeunes frères. Conseils. Je peux donner beaucoup de conseils. Pour entreprendre, pour pas entreprendre, pour. Ah oui, je peux Non, on prend tout. Je peux en donner. Mais non, je pense que l'entrepreneuriat, plus que je pense que l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Moi, je m'engage sur ceux qui ont des solutions à des problèmes. Il ne faut pas entreprendre pour la forme, il ne faut pas entreprendre parce que c'est un effet de mode. Mais quand on a une solution bien conçue, bien ficelée, pas besoin de ne pas entreprendre. Ne pas entreprendre d'ailleurs, c'est un péché. Voilà. Parce qu'il faut dire, et vraiment, j'encourage tous ceux-là qui ont quand même des idées dans leur tête et ils sont convaincus que ces idées-là pourraient changer quelque chose dans le monde. Il faut le faire parce que ces idées-là, je dis quoi, c'est comme des graines. D'accord? Il faut aller semer ces graines-là. Quand on est convaincu que ces graines vont fleurir demain et profiter, pas qu'à l'entrepreneur seul, mais à tout le monde. Pour d'autres personnes. Donc vraiment, avoir des idées pareilles qui pourraient impacter plus d'une personne et puis ne pas les mettre en application. C'est un gros péché. Maintenant, les conseils pour ne pas entreprendre. Quand on n'a pas de solution pour entreprendre. Mais vraiment, ça je le dis tout le temps, tout le monde, pour ceux qui m'étaient plus proches. Quand on n'a pas de solution quand on n'a pas identifié en tout cas un besoin pour lequel il faut aller taper, il ne faut pas entreprendre. Parce que la vérité, c'est que beaucoup se fient à ce que les entrepreneurs affichent. Ils disent qu'ils veulent entreprendre. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils n'affichent pas? C'est ça, parce qu'on a tendance à afficher les bons côtés et laisser tout ce qui est stress, tout ce qui est mauvais côté la cacher. C'est ça. Parce que si aujourd'hui, on décidait de faire un film, ce que moi j'ai vécu comme difficulté, beaucoup de gens peut-être en suivant ce film ont décidé de faire entreprendre. Parce que ça vient avec son lot de problèmes. Vraiment, ça vient avec son lot de stress, de problèmes. Quand je prends un cas, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas, quelqu'un qui commande sa robe de mariée, qui attend 2 semaines du mariage et qui commande sa robe de mariée. Ok, on peut aider, on dit, et c'est ça le business. Quand on arrive aussi à satisfaire ce genre de personnes, ça donne une belle image. Ça vient avec une nouvelle expression. Un jour de décalage côté douane, par exemple, je sais que ça nous est déjà arrivé une fois, c'était un costume. Et quand un colis se perd comme ça, quand on n'a pas derrière le remboursement de compagnie d'assurance, c'est des millions souvent. C'est des millions souvent qu'on perd quand on pense à. Souvent, on a 2-3 sacs qui viennent remplis de commandes, de costumes, de sacs à main de luxe. On a vécu ça, on a perdu un colis comme ça qui nous a quand même fait vivre nos pires expériences, en tout cas à tous les cas. Donc, on entreprend que vraiment quand on a une solution à un problème, et dans un domaine qu'on aime, il faut aussi dire, je ne l'ai pas mentionné, il faut déjà aimer ce qu'on fait. Voilà, parce que quand tu n'aimes pas ça, ce que tu fais, ça va être difficile. Tu ne vas pas tenir quand les difficultés vont suivre. Moi, je dis n'importe quoi. Je ne m'y connais pas
sciences aéronautiques. Si je décide d'entreprendre là-dedans, les premières difficultés, je jette l'éponge parce que je ne m'y connais pas. Mais quand c'est dans mon domaine, aujourd'hui, tout ce qui est digital, e-commerce, il n'y a pas moyen de me faire abandonner. Parce que j'aime ça d'ailleurs, ce challenge-là, parce que c'est de là que je tire ma satisfaction, au-delà de la rémunération qui peut en découler. Comme je l'ai dit en introduction, je suis quelqu'un, j'aime résoudre les problèmes. Et quand je suis dans mon domaine, les problèmes viennent que j'arrive à les résoudre. Une satisfaction C'est la meilleure derrière. satisfaction. Mais pour entreprendre, il faut déjà se donner le temps de ficeler le projet, de bien le penser, et savoir, et être sûr qu'il résout, en tout cas, il résout un problème. Concernant les colis qu'ils ont perdus ou concernant les clients en général, c'est sûr que tu as été confronté à des clients très difficiles. Des clients aussi super sympas, super simples. Comment est-ce que tu gères les clients difficiles? Euh, alors, j'ai eu, je vais dire quoi, la chance d'avoir eu un conseil d'une personne très proche de moi, en tout cas, quand je me lançais en entrepreneuriat, qui me disait que, quoi que l'on fasse, il faut qu'on soit orienté client. Il faut même ignorer la compétition souvent. On est orienté client parce que, à la fin de la journée, celui qui met à manger dans les plats de tout le monde, c'est le client. Et quand on arrive à satisfaire le client, on peut même ignorer la compétition. Donc 90% des efforts, 80% des efforts, on est orienté client. Et puis le reste, on regarde un peu les autres aspects externes. La compétition fait quoi, qu'est-ce qui marche, le client aime quoi chez la compétition. Je dis ça pour dire qu'on est vraiment dans une culture chez Ducaf, par exemple, et chez Cobam, orienté client. Mais on fait tout, peu importe la manière dont le client se comporte, pour le satisfaire. Ceci étant, c'est là que je réponds à la question. Tous les clients ne sont pas forcément des clients faciles. Mais je pense que quand on a décidé de se lancer dans cette aventure, on était aussi préparé à ça. La vérité, c'est ça, on est aussi préparé à rencontrer tout type de clients. Et pour moi, c'est une fierté. Quand bien en les gérant, ces clients-là, c'est pas facile. Je sais que j'ai mon assistante à Tchucaf, par exemple, qui m'appelle souvent et me dit Pamouni, je n'en peux plus de tel client. Je lui dis Tim, je comprends, mais c'est le choix que nous avons fait. C'est ce dans quoi nous avons décidé de nous lancer. Il faut faire avec. Donc j'arrive à la calmer un peu, elle monte au charbon avec le client. Et quand elle arrive à gérer un client comme ça, à la fin, et souvent ça finit bien. Le client peut redevenir, il change de visage. Il devient un ange. Il vient un ange, il complimente, il vous félicite et tout. Là, ça vient un peu récompenser les efforts qui sont faits. Mais oui, des clients difficiles, on en a eu. Mais moi, je dis toujours qu'il faut garder le client. Donc le client est roi chez vous. Dans la mesure du possible. Tant que ça n'atteint pas des limites qu'on ne peut pas gérer. Pour nous, le client, on reste toujours orienté client. Et c'est pas que chez Ducap, encore une fois, je cite de grosses structures qui font. D'ailleurs, Orange, quand je prends Orange Burkina, on est orienté client. Quand je prends toujours Amazon, Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui est vraiment de manière folle orienté client. Il va où le client lui dit d'aller. C'est ça pour moi les vrais indicateurs du marché, du business et de performance. On a aussi eu des clients finalement qu'on a dû laisser. Là, j'ai qu'une cliente en tête qui n'a pas été facile. Après, on a laissé dans de bons termes aussi. En tout cas, on se capable de devenir aussi grand que Amazon et aussi reconnu, ou même plus. Ça sent une fierté pour le Burkina d'avoir ça à travers toi et à travers tous tes collaborateurs, bien sûr. Ah, merci, c'est une question de temps. On n'est pas pressé pour l'instant. Non, pas besoin. On va rendre fiers à tous les Burkinabés et toute l'Afrique. C'est ça le vrai combat pour nous. Voilà. Jamais il était question de ce qui est côté objectif. On veut tel montant. Quand on fixe les objectifs, c'est on résout tel problème. On est plus proche du client. Ça viendra. On reste convaincu que ça viendra. Que je facilite pour vous. C'est un réel plaisir de t'écouter, de t'entendre parler de tes entreprises. On sent beaucoup que tu aimes ce que tu fais et que peu importe ce qu'on pourra te dire ou peu importe les difficultés que tu auras, tu es focus dans tes entreprises et merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir pris de ton temps
de nous accorder de ton temps et tout. C'est un réel plaisir pour nous.